Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Agora du Quai des Savoirs, au cœur de l'exposition Comme des moutons. Alors cette année, au Quai des Savoirs, on s'intéresse à la thématique de la foule. Alors pour ceux qui l'ont visité, ça sera un petit redite, mais pour les autres, c'est un thème qu'on va creuser par rapport à la question sociologique, historique, sécuritaire, bien sûr, les risques et les dangers liés à la foule, mais aussi ses forces. Et donc, il y avait quand même quelque chose qui ne ressortait pas du tout dans l'expo, c'est quelle est la place des enfants dans la foule. Donc c'est vrai qu'on s'est dit quand même, on a une communauté scientifique et une communauté de professionnels qui sont nos complices depuis un moment sur ce sujet-là. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire une journée un petit peu spéciale sur cette thématique de la foule à hauteur d'enfants. Donc une journée qui va s'organiser en 2 temps. Un premier temps autour d'une table ronde animée par Sophia Rutunian, journaliste, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Et puis un après-midi plutôt autour de la pratique, de la découverte du Baby Lab notamment. Comment est-ce qu'on étudie les capacités des enfants dans les laboratoires, et puis aussi un peu de pratique, et puis aussi avec la complicité de la compagnie Rouge les Anges, un atelier théâtral sur, pareil, la pratique corporelle. Donc ça, ce sera pour cet après-midi. On aura le plaisir de vous retrouver si vous voulez. Vous pouvez venir aussi avec des jeunes publics. Il y aura des groupes, notamment amenés par les collègues de la petite enfance. Ça devrait être aussi un joli temps, et j'en dis pas plus. Sophie, à toi. Dans une foule, moi je trouve que les gens ils sont un petit peu égoïstes, qui pensent que là où ils doivent aller, ils ne regardent même pas les autres. Oui aussi, j'ai l'impression que dans les foules c'est souvent chacun pour soi. Moi je suis pas souvent dans des foules, mais j'en vois souvent et j'ai pas envie d'y être. Dans une foule, on va pas tout le temps se sentir plus fort. On sait pas forcément des gens qu'on connaît, des gens qui ont les mêmes idées que nous. On est différents et du coup on va peut-être pas s'allier ou faire des choses ensemble et du coup on peut se sentir plus vulnérable vu qu'il y a souvent plus d'adultes dans une foule que d'enfants. Bonjour à tous et à toutes. On trouvait ça sympa de commencer cette table ronde avec des sons d'enfants, puisque c'est d'eux et d'elles qu'on va parler aujourd'hui. Je vous propose d'être avec nous jusqu'à midi. Je vais vous présenter nos intervenantes. On va échanger autour de différentes thématiques et puis ensuite vous pourrez poser vos questions. Voilà. Un petit mot d'introduction quand même. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'enfant, aux enfants dans la foule ? Ça semble tout d'abord être un sujet qui a été assez peu abordé, comme le disait Marina, ce qui en ferait un espèce d'impensé en sciences sociales et psychologiques. Pourquoi cette lacune dans la recherche ? Je vous propose 3 hypothèses qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. La première, c'est qu'on a souvent fait un focus sur les adultes. La majorité des études qui concernent les foules se concentrent en fait sur les comportements des adultes, que ce soit dans un contexte de manifestation, d'événements sportifs ou de situations d'urgence. Deuxième hypothèse, une approche indirecte des enfants dans la foule via d'autres thèmes. En fait, les travaux qui traitent de ça le font souvent à travers des prismes comme l'anxiété sociale, l'agoraphobie ou la gestion des risques en cas de panique. Et troisième hypothèse qui me semble importante et qu'on va aborder peut-être plus précisément, c'est une invisibilisation des enfants dans l'espace public. Certains sociologues ont souligné que les enfants sont souvent perçus comme des objets à protéger plutôt que comme des acteurs à part entière de l'espace public. Mais que ressent un enfant qui se retrouve au cœur d'une foule, dans un festival, dans un concert, dans une manifestation sportive, dans le métro, dans un centre commercial et même dans la rue ou dans la crèche face aux adultes ? Que sait-on de leurs craintes ? Comment les accompagner au mieux ? On va aborder toutes ces questions en essayant le mieux possible de conjuguer l'état des connaissances sur la recherche et des conseils très pratiques aussi. Ne vous étonnez donc pas que l'on aborde au cours de cet échange des objets comme des sacs à vomi, des pommes-potes ou des casques anti-bruit. Je vous présente Chloé Farrer. Bonjour Chloé. Tu es chercheuse au CNRS en psychologie cognitive et neurosciences au laboratoire Clé de l'Université Jean Jaurès. Tu travailles notamment au Baby Lab, le centre de recherche sur le développement de l'enfant. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'est le Baby Lab ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, le Baby Lab, c'est un plateau de recherche du CNRS et de l'Université de Toulouse qui est situé à l'Université Jean Jaurès. Et dans ce Baby Lab, on étudie le développement de l'enfant, donc comment les compétences sociales, émotionnelles, cognitives, langagières se développent de la naissance jusqu'à l'enfant de à peu près 10 ans. Donc il y a des chercheurs, il y a des techniciens, des ingénieurs, des étudiants, il y en a qui sont aussi dans la salle. Et on a toujours besoin de participants, donc il y a aussi un appel à participation. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir les étudiantes, vous pouvez venir me voir.
Et voilà, on a des expériences qui sont tout à fait sécurisées et puis qui sont très amusantes à faire pour l'enfant. Merci. On va revenir à ce que tu vas pouvoir nous dire sur l'état de la recherche aussi sur les enfants dans la foule. Adeline, bonjour. Adeline Blé, tu es metteuse en scène et éducatrice de jeunes enfants. Cynthia Demory, bonjour. Tu es psychomotricienne au service prévention, santé, inclusion à la direction petite enfance de la mairie de Toulouse. Et on va aussi attendre de vous deux des conseils pratiques et puis des témoignages de situations que vous avez pu vivre. Pour commencer, Chloé, a-t-on des données sur les réactions émotionnelles et cognitives des enfants face à la foule? Étonnamment, non. Parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet de recherche. On sait très très peu de choses sur l'enfant dans la foule. Il y a une étude que j'ai trouvée sur les réactions émotionnelles qui date des années 70, qui montre que les garçons âgés de 6 à 10 ans sont beaucoup plus stressés dans une foule que les filles. Ensuite, je ne sais pas si ces données ont pu être confirmées, mais il y a vraiment très très peu de choses. Par contre, au niveau des réactions cognitives, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, elle renvoie à une question qui est qu'est-ce que l'enfant perçoit de la foule? Qu'est-ce qu'il comprend de la foule? Qu'est-ce qu'il comprend des personnes qui font partie de cette foule? Et ça, c'est un vrai sujet scientifique qui a beaucoup été étudié, et c'est ce qu'on appelle, nous, la cognition sociale. Ce que l'enfant comprend, ce que l'enfant perçoit de son monde social, des autres. Et cette cognition sociale, en fait, elle se développe de façon très progressive. Ce qui veut dire qu'un enfant tout petit ne va pas percevoir la même chose, ne va pas comprendre les autres de la même façon qu'un enfant un petit peu plus âgé. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples pour illustrer. Un tout petit, un nouveau-né, par exemple, va avoir ce qu'on appelle une préférence pour des stimuli sociaux. Il va vraiment orienter son attention vers des visages, vers des voix humaines. Et puis, au cours de la première année, il va développer une plus grande sensibilité aux étapes psychologiques des autres. Il va, par exemple, pouvoir différencier différentes expériences sensorielles. Il comprend qu'un adulte qui a un objet en face de lui, mais qui a les yeux fermés, ne voit rien. Mais qu'un adulte qui a le même objet avec les yeux ouverts a une expérience sensorielle. Et puis il comprend aussi ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, que les actions, les mouvements des uns et des autres sont dirigés vers un but. C'est-à-dire que les personnes ont une intention. Et cette compréhension, elle va se développer, elle va être de plus en plus élaborée, ce qui fait que des enfants plus grands vont comprendre des actions plus complexes, vont pouvoir attribuer des intentions plus complexes aux uns et aux autres, vont comprendre que les expériences sensorielles des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes que les siennes. Donc, il y a vraiment des perceptions, des réactions très différentes de l'enfant en fonction de son âge, parce que cette cognition sociale se développe. Ça veut dire par exemple que dans un concert, un tout petit enfant, il va voir les gens taper des mains, il va se dire les gens tapent des mains, et un enfant un peu plus grand va comprendre pourquoi les gens tapent des mains. Exactement, il va pouvoir comprendre qu'il y a des intentions derrière, il va même pouvoir comprendre qu'il y a peut-être une expérience affective aussi qui explique cela. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pu observer l'une et l'autre, Adeline, Cynthia, sur les réactions aussi des enfants lors de sorties, par exemple ou, voilà. Moi, je peux. On en avait discuté sur un exemple d'enfants qui sortent dans la foule, et là, c'était dans un lieu très grand, parce que souvent les foules, c'est aussi dans des très grands lieux avec beaucoup d'espace. Et donc là, on arrive au mythe avec un groupe d'enfants, donc enfants d'âge de crèche, donc très très grand espace, salon de l'agriculture, donc beaucoup de bruit, beaucoup de choses à voir, de stimulation partout. Et donc là, en fait, les enfants, ils vont avoir des comportements différents. Déjà, il y a l'espace qui appelle, donc ça donne envie de courir, d'aller explorer partout, de la joie, de l'excitation, d'aller voir tout ça. Après, eux, ils vont avoir une perception qui est différente de la nôtre. Nous, on est à hauteur, au-dessus des barrières, on voit, là, il y avait des animaux, on voit les animaux, alors que eux, de leur taille, ils vont voir surtout la paille qui est dans les enclos des animaux. Et donc, les enfants, c'est des êtres d'exploration sensorielle. Et donc, eux, ils vont s'intéresser à ce qu'ils voient, ils vont avoir besoin de toucher,
des fois de goûter, tout ça. Et donc, en fait, là où nous, on s'intéresse à regarder l'animal, eux, ils vont être peut-être dans quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça, c'est l'intérêt que l'enfant il a dans ces grands environnements et pas forcément notre intérêt à nous. Et donc, forcément, ça va impliquer qu'il va être enfin pas plus lent, mais qu'il va être dans sa temporalité d'exploration. Donc, c'est des ralentisseurs en fait. Donc, il va prendre le temps, regarder et pas forcément suivre le mouvement et être attiré par les grands espaces. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Cynthia. En fait, il y a quand même, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour réfléchir l'importance de sortir l'enfant quand il se retrouve du coup dans une foule ou en gros en crèche, on prépare les sorties en fonction de l'intérêt de l'enfant. On va partir de ça. On avait discuté aussi de cet exemple-là du marché de Noël à Toulouse, qui pendant quelques années n'était pas forcément efficient parce qu'en fait les enfants quand ils venaient, ils se retrouvaient à hauteur, comme tu dis, des barrières, à pas pouvoir toucher, à se retrouver juste au milieu d'une foule avec des jambes, enfin sans besoin en fait. Et du coup, on se dit pourquoi aller sur le marché de Noël? Est-ce que c'est pour contenter les parents, de prouver que voilà, il y a des photos avec les familles, etc. Alors qu'en fait, l'enfant, il n'en a pas. Il n'y a pas de besoin. On ne répond pas aux besoins de l'enfant à ce moment-là. Vous évoquiez aussi, quand on préparait cet échange, au niveau de leur perception, que comme ils sont plus bas, il manque aussi peut-être plus d'air. Ils sont entourés en fait de choses très très grandes et que ça c'est aussi à prendre en compte dans leur façon de vivre ce moment et peut-être au bout d'un moment d'en avoir marre. Ouais. En fait. Oui, en fait c'est ça, c'est que c'est des environnements qui sont souvent très surstimulants même pour nous adultes, hein, des environnements de foule, des grands environnements, il y a beaucoup de bruit, donc c'est très stimulant, beaucoup de choses à voir. Donc après passer ce moment de découverte, un peu d'euphorie, et en fait chaque enfant va peut-être arriver selon son seuil un peu à saturation sensorielle et le manifester par différents comportements qui peut être une grosse excitabilité avec du coup je pars dans tous les sens, je cours, je me désorganise, donc avec les adultes derrière en train de courir pour essayer de les rattraper, ou alors ça va être la grosse émotion qui arrive avec du coup je m'effondre par terre, je crie, je veux toucher ça alors qu'on m'a interdit plein de fois. Et en fait là l'enfant, le jeune enfant, il va communiquer de cette façon cette surstimulation, ce moment où en fait, c'est trop pour lui, il y a trop de surcharge. Et donc, les crises qu'on peut observer, l'excitabilité, souvent, c'est des signaux qui en fait, viennent nous donner des indices sur le fait que pour eux, c'est trop. Et là, dans cet exemple de cette sortie, une des enfants qu'on accompagnait, à un moment donné, c'était vraiment beaucoup trop pour elle. Elle commençait à courir dans tous les sens. Moi, j'arrivais plus à la suivre. Elle se désorganisait. Et en fait, on l'avait anticipé et on va discuter de ça, de la préparation. Et là, je sors un porte-bébé, je l'installe dans le porte-bébé, et en fait, en 2 secondes, elle s'était endormie. Donc, c'était vraiment ces manifestations d'excitabilité, de plus de contact et tout ça, venaient vraiment exprimer cette surstimulation à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les enfants vers l'extérieur. C'est vraiment prendre en compte qu'à un moment donné, ces comportements-là, ils vont nous donner une indication sur comment l'enfant il se sent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont peur, tout simplement, dans la foule? Moi, je pense que c'est une possibilité. En fait, quand on sort les enfants, surtout quand on est dans une structure, on cherche vraiment à la préparer. Et qu'est-ce qu'on prépare? On prépare l'enfant. L'enfant, il n'aime pas non plus, enfin, je fais des généralités, mais on dit souvent qu'ils ont besoin de rituels, qu'ils ont besoin de savoir ce qui va leur arriver. Donc souvent, on les prépare en expliquant vraiment ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Et du coup, ça permet de désamorcer des petites craintes. Nous, on avait cet exemple-là. On a fait partie d'un super appel à projet où on est allé à la Halle des Machines avec des enfants l'année dernière. Et il y avait un enfant qui était un petit peu inquiet de prendre le bus. Donc, dès le départ, on avait fait des photos, déjà des machines, du Minotaure, etc., pour les préparer à voir, même si c'était qu'une photo. Mais on a fait aussi des photos du bus.
Et pendant les rituels du matin, on expliquait ce qu'on allait faire lors de cette sortie. Ça les prépare et ça les rend, je pense, plus disponibles au moment de la sortie. Pour rebondir sur la question de la peur, il y a les études qui montrent que chez le tout petit, jusqu'à l'âge à peu près de 2-3 ans, les enfants sont très sensibles à la prosodie. La prosodie, c'est l'intonation, c'est le ton. Et si le ton dans des échanges monte, même si des personnes ne se disputent pas, ça peut faire très peur à des jeunes enfants. Donc dans la foule, voilà, on a tendance à parler un petit peu plus fort. Donc ça peut en effet générer de la peur chez le tout petit. On comprend du coup l'importance de la préparation des sorties. Ça semble vraiment être un moment clé pour que ça se passe bien, à la fois pour les professionnels et puis pour les parents, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années? Est-ce qu'on prépare une sortie en public avec des enfants comme on le faisait il y a quelques années? Est-ce que vous, dans vos pratiques, il y a eu des évolutions de protocole ou Moi, je pense que oui. Après, ça ne fait pas hyper longtemps que je travaille dans la petite enfance, mais il y a quand même quelque chose d'anxiogène dans la foule, dans l'extérieur, avec les alertes. On est en alerte attentat. Enfin, il y a des protocoles très clairs qui font que nos protocoles sont quand même assez stricts. Je pense qu'on arrive à comment dire, il y a une souplesse qui arrive là, je trouve. Parce que les protocoles sont clairs, donc on arrive à trouver des libertés dans nos protocoles. Mais effectivement, je me souviens de collègues que j'ai rencontrés quand j'ai commencé, qui me disaient on partait, on prenait 2 enfants, on allait au parc. C'est plus le cas aujourd'hui. Les protocoles sont clairs, mais disons qu'on arrive à trouver une petite liberté dedans. En tout cas, c'est assez clair pour tout le monde. C'est assez clair pour tous les professionnels de la structure. On sait comment on sort des enfants. Par exemple, c'est un adulte pour 2 enfants. Et il faut qu'il y ait un nombre de professionnels les adultes, ça ne peut pas être que des parents, par exemple. Il y a quand même il y a une responsabilité derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid ? On peut se dire qu'à un moment, on n'a plus du tout sorti les enfants. Est-ce qu'il a fallu redémarrer la machine après 2020 pour se dire à nouveau, bon, on y va, on sort, on prend le métro? Oui. Oui, mais en fait, ça allait aussi avec le reste. Je pense que les adultes, ils étaient dans la même chose. C'est vrai qu'on a vite fermé les crèches. Les adultes, je pense qu'il y a certaines crèches, je ne parle pas d'une crèche en particulier, mais je pense qu'il y a des structures qui ont gardé un fonctionnement après le Covid, enfin après cette crise sanitaire. Ils ont gardé un côté où on n'entre plus de la même manière, etc. Si, ça a eu un impact évident même sur le nombre de sorties, mais j'ai l'impression qu'on est en train de rebasculer vers quelque chose, vers une ouverture vers l'extérieur. Parce que les enfants, c'est ce qu'on se disait quand on s'est rencontrés, ils ont disparu un peu de l'espace public. Quand on voit un enfant de 2 ans, il ne peut pas être seul. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait l'expérience avec mon fils à côté du métro. Il était jeune et il ne voulait pas venir. Donc, je suis partie un peu plus loin et je le regardais de loin. Et en fait, tous les adultes le regardaient parce que c'était bizarre, un enfant seul sur une place à côté d'un métro. Donc déjà, c'est particulier, un enfant. Il faut qu'il soit accompagné. Et du coup, s'il doit être accompagné, il faut qu'il y ait des garde-fous un peu partout, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Non, moi, ce que je trouve intéressant là, sur le fait qu'on a tous été renfermés, puis après, tout le monde commence à ressortir. Et là, dans ton exemple, le fait que les autres adultes se préoccupent de l'enfant, et ça, sur la place de l'enfant dans l'espace public, je trouve que c'est intéressant aussi, que en fait, c'est pas la responsabilité que du parent que l'enfant il soit dans la rue. C'est une responsabilité aussi collective, et je pense que c'est en allant vers là, en venant accompagner les familles, accompagner les parents, que tout le monde, en fait, il y a un enfant dans un aéroport au milieu de la foule qui commence à à pleurer, à crier, une maman qui est toute seule. Plutôt que de la regarder en se disant ah oui, c'est sûr, c'est pas facile d'être là dans cette foule, bon, voilà, elle galère.
C'est la responsabilité de chacun de venir dire est-ce que vous avez besoin que je vous aide pour quelque chose, je peux vous porter le sac, je peux commander pour vous, ou je peux venir m'intéresser à ce que fait l'enfant pour détourner un peu son attention et que ça enlève. Et je pense que du coup, l'enfant dans l'espace public, du coup je m'éloigne un peu, mais l'enfant dans l'espace public, il aura sa place parce que aussi tout le monde lui donne sa place et aide les familles qui se retrouvent un peu toutes seules. Et du coup, au final, que les adultes se préoccupent des enfants qui sont dans la rue, c'est intéressant, mais c'est comment on le fait. On va y revenir sur ce point précis de la place que laisse la société de manière générale aux enfants. Je voudrais juste avant ça revenir sur autre chose. Tu nous parlais de protocoles qui existent. Quand on sort des enfants, on fait très attention à tout, on prépare beaucoup de choses. Est-ce qu'on surprotège les enfants par rapport à avant? On se disait qu'on se rappelait, nous, quand on était petite, notre terrain de jeu était le village, le terrain vague. Personne ne se souciait vraiment de si on allait trébucher sur un bout de métal ou quoi que ce soit. On jouait dans une zone qui était immense et on se sentait en sécurité. Ça semble ne plus être le cas aujourd'hui. On a beaucoup plus peur pour nos enfants. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que ça se prouve? En fait, moi, je pense qu'en effet, il y a une évolution dans la façon dont on aborde l'enfant, mais il y a une évolution qui est, moi, de mon point de vue, assez positive, parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux les besoins de l'enfant. Ce qu'on disait tout à l'heure, un enfant qui va crier au milieu d'un espace surstimulant, aujourd'hui, on sait pourquoi il crie. C'est pas pour embêter ses parents, c'est pas pour faire une colère. C'est parce que c'est trop difficile pour lui et c'est que sa façon de l'exprimer. Donc le fait de savoir ça fait qu'en effet, on va peut-être plus anticiper certaines choses. On va plus, tout à l'heure, tu parlais des rituels. On sait que ce qui va sécuriser un enfant, mais ce qui va aussi sécuriser un adulte, c'est que les choses soient prévisibles. Donc qu'elles soient anticipées, on sait ce qui va se passer. On a un peu étudié toutes les possibilités. On a mis plein de choses dans notre sac à dos, des bulles, une pomme-pote. On a un peu anticipé toutes les situations. Et donc, c'est sûr, ça demande une charge plus importante. Mais voilà. Donc, au final, moi, je trouve qu'il y a une évolution qui va dans le sens de l'enfant. On prend plus en compte ses besoins. Mais la contradiction, c'est qu'en effet, les enfants sont moins dehors. Et ça, et là, alors je n'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a des études qui disent que le bénéfice-risque de la surprotection et de l'exploration dans l'extérieur, elle est quand même, vaut mieux explorer, risquer de tomber, de se faire mal, que de rester dans un milieu surprotégé. En fait, il y a deux choses un peu qui se rencontrent là. Alors, si je peux, je peux rebondir justement pour tout ce qui est anticipation, protocole. Moi, il y a un élément que je trouve assez important, c'est de prendre aussi en compte les différences de tempérament de l'enfant. Parce que là aussi, on a beaucoup d'études qui montrent que des enfants qui ont, par exemple, un tempérament un petit peu plus extraverti ont plus d'accidents. Parce qu'ils ont une tendance à surestimer leur capacité. Donc peut-être aussi prendre en compte ça et peut-être arriver à adapter en fonction de l'enfant et de prendre en compte les informations dans vos protocoles. Du coup, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que là, on parle d'individualité et du coup, dans les groupes, les protocoles, ça va prendre en compte un peu tout le groupe d'enfants avec justement ce facteur risque. De toute façon, le facteur sécuritaire, c'est le premier truc en fait, parce qu'il y a des responsabilités à force des choses. Les protocoles existent, je pense, avec les expériences d'avant. Aujourd'hui, c'est assez clair et c'est vrai que comment dire, on ne peut pas s'y soustraire parce qu'aussi, on n'est pas dans une sortie familiale ou autre. C'est comme à l'école, c'est une structure. Les adultes autour, la foule autour, finalement, est-ce qu'elle est source de réassurance pour les parents? On se dit non, mais ok, je suis avec un enfant, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'adultes autour qui peuvent réagir s'il se passe quelque chose. Ou est-ce que la foule autour est une source de méfiance et de crainte? Alors là aussi, je pense que ça dépend du tempérament de l'enfant, de son niveau d'extraversion ou pas.
Ça dépend aussi de tout ce que vous mettez en place pour préparer l'enfant à ses sorties, pour lui expliquer, pour qu'il puisse quand même avoir un petit peu un déroulé. Donc ça dépend aussi de toutes ces préparations et du tempérament de l'enfant. Oui, donc il n'y a pas de réponse unique en fait. Ça dépend de ce contexte et ça dépend de l'enfant. Mais je pense aussi quand même il y a un truc quand même un peu anxiogène. C'est-à-dire que sortir, c'est anxiogène. Nous, on le voit avec les équipes en structure. Il y a des adultes qui ont peur de sortir, qui ne sont pas à l'aise avec les sorties. Et comme tu disais, on prépare les enfants, mais on prépare aussi les adultes à ce que ce soit OK et que ça se passe bien. Et en fait, il faut aller chercher le sens. Pourquoi on les sort? Quel est l'intérêt pour l'enfant? Pour eux, qu'est-ce que ça amène en fait? Voilà. Pour revenir à la place qu'on leur fait dans la société, à ces enfants, on disait il faut tout un village pour élever un enfant, et on a l'impression qu'aujourd'hui les parents, je vais revenir sur les cas des familles, mais sont un peu seuls finalement pour préparer ces sorties. Donc la première fois, ils vont se rendre compte qu'ils ont oublié de prendre une pomme-pote, ça leur arrivera pas 2 fois. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider aussi ces familles? Est-ce que la société dans son ensemble ne pourrait pas être plus accueillante pour que la charge mentale qui pèse sur ces parents soit plus légère et peut-être que la sortie soit plus agréable aussi? Qu'est-ce qu'on peut inventer aussi comme modèle peut-être voilà, plus sécurisant pour tout le monde, pour que ce ne soit pas stressant de sortir avec ses enfants? Oui, moi, je pense vraiment que c'est une responsabilité sociétale de tout un chacun et de ne pas faire porter cette responsabilité juste aux parents. Alors, c'est sûr que le parent, il va anticiper, mais ça ne va pas être possible pour tous les parents pour différentes raisons. Et donc, justement, quand quelqu'un organise un festival, dans un concert, dans un événement, alors il y a les événements pour les enfants qui sont très pensés pour ça, mais les événements type Rio Loco, enfin bon, tous ces événements-là, il faut aussi que ce soit pour les organisateurs de l'avoir pensé avant, d'avoir réfléchi. Le casque anti-bruit, nous on va y penser parce qu'on travaille en crèche, on connaît, mais c'est pas alors même si on en voit de plus en plus des enfants avec des casques anti-bruit, mais qu'à l'entrée du festival, il y ait toute une série de casques anti-bruit qu'on distribue. Ça va être d'imaginer on parlait des enfants ralentisseurs qui ont besoin de toucher, qui ont besoin d'explorer, créer des espèces de petits lieux, pas tant refuge, mais des lieux d'exploration à hauteur d'enfants, à plusieurs endroits, si c'est une déambulation, si c'est dans un lieu, que ces espaces soient repérés, ou au moment où l'enfant il est un peu en surstimulation, enfin qui nous montre en tout cas que c'est difficile pour lui, on sache qu'on peut aller un petit peu là-bas pour pouvoir revenir et qu'en fait ça devienne un temps de plaisir partagé pour tout le monde, que tout le monde y trouve son compte, mais que ce ne soit pas aux parents de devoir gérer ça. Donc ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner en fait aux structures qui organisent les événements, c'est de travailler en amont avec des professionnels de la petite enfance, par exemple, pour aménager des espaces dédiés ou au calme ou à l'exploration, et pourquoi pas proposer les casques anti-bruit à l'entrée pour éviter à chaque famille d'avoir à y penser individuellement, par exemple. Ça peut être le casque anti-bruit, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Ça peut être, tout à l'heure on parlait de porte-bébé, ça peut être aussi, parce qu'il y a des poussettes à disposition souvent, mais la poussette, si c'est dans une grande foule, la poussette, l'enfant, il est à hauteur des jambes de la foule. Si c'est pendant un concert, ça peut être pour soulager un peu les parents. Là, je sais pas, des choses pour soutenir quand ils sont sur le dos, pour avoir cette vision-là. Moi, je pense et puis il y a vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, les parents, ils sont un peu seuls avec leur enfant à gérer ça. Si tout le monde dans la société accueille l'enfant et accepte qu'un enfant, ça a besoin de bouger, ça a besoin de toucher, ça a besoin de crier, de courir, de pleurer, voilà. Et le fait avec bienveillance et que tout le monde vient soutenir, je pense que ça changera beaucoup pour les familles. Alors, j'ai l'impression qu'on en est loin et que potentiellement on s'en éloigne de plus en plus, parce qu'on est aussi dans un contexte où la parole se libère beaucoup sur tout ce qui est no kids. On revendique de ne pas aimer les enfants, ou en tout cas on ne s'en cache plus. Il y a de plus en plus de restaurants sans enfants, les mariages sont sans enfants, les wagons de train sont sans enfants. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans un contexte hyper favorable à ce que tu prônes et à ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que ça se vérifie? Alors,
moi, ce phénomène, il m'interroge quand même beaucoup. Hein, une société qui devient intolérante ou qui est gênée par ses enfants, ça interroge beaucoup. Ensuite, je n'ai pas de compréhension de ce phénomène. Je ne sais pas s'il y a des études sociologiques qui essayent de comprendre est-ce que ça touche certains groupes sociaux, quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène, mais ce serait intéressant. Par contre, ce que je note, c'est qu'il y a quand même une contradiction avec ce mouvement No Kids. Il y a un autre mouvement qui est justement ce dont on parlait, qui est de davantage prendre en compte le bien-être des enfants, de s'appuyer sur toutes les recherches, sur les avancées scientifiques, sur le développement de tes enfants, pour comprendre comment ces enfants se développent, quels sont ses besoins, et comment on peut essayer d'y répondre le mieux possible. Donc il y a vraiment une contradiction entre ces deux mouvements, et je pense que ce serait intéressant d'en faire aussi un objet de recherche. Beaucoup d'objets de recherche à mener. Il y a un autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les enfants, qui sont développées, voilà, des ateliers en tout genre, même des ateliers de portage pour les futurs parents, des ateliers créatifs pour les enfants. Tout ça a un coût quand même. On a l'impression que tout le monde n'est pas spécialement concerné par tout ce qui peut être proposé aux enfants et aux familles. Hein. Tous ces ateliers proposés coûtent cher. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y avait un gros événement dédié à l'enfance à Toulouse qui s'appelle Pagaille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec beaucoup d'ateliers proposés aux futurs parents, jeunes parents et enfants. Mais on se rend compte que ça n'est pas à la portée de la bourse de tout un chacun. C'est un vrai sujet aussi, j'imagine. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, effectivement, les recherches montrent qu'on connaît mieux, on comprend mieux le cerveau du tout petit et quels sont ses besoins. Et du coup, on tend vers ça, mais c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore une niche, quoi. C'est pas très inclusif tout ça en termes sociétal. Tu parlais de Pagaille, qui est un chouette festival en soi parce que c'est des propositions pour justement les tout jeunes publics, il y a des spectacles, il y a des ateliers, etc. Mais comme tu disais, il y a un coût. Et en fait, ce n'est pas pour tout le monde. Du coup, l'enfant, il n'est pas encore valorisé à sa juste valeur. C'est juste de revenir dans l'espace public. J'arrête pas de dire ça, mais c'est parce qu'en fait, il est question de ça. On les a enlevés. Du coup, c'est normal quand il n'y a pas d'enfants. Maintenant, on se rend compte que les remettre dans l'espace, dans le métro, etc., on va se rendre compte qu'il y a peut-être besoin de fauteuils plus petits, ou c'est comme des toilettes à taille d'enfant, ou des choses comme ça qu'on va penser de manière collective avec tout un chacun. Enfin, et c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose que ces festivals existent, etc., mais ce n'est pas vrai que les gens y ont accès, en fait. Il y a plein de populations qui passent complètement à côté. Et ça, c'est pas normal, mais bon. Et pour toucher toutes les sphères de la population, c'est vraiment des événements d'ampleur publique importante, des événements de rassemblement. Je pense là au feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est un moment où il y a tout le monde, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, on peut le voir à plein d'endroits différents. Et là, les gens se retrouvent, ils sont tous ensemble, tous dehors, il y a les enfants, les adultes, tout le monde est mélangé. Mais c'est toujours quand même sous la surveillance de l'adulte et l'enfant, voilà. Si c'est dans un parc, ça va, il peut courir partout. Et encore. Donc c'est là encore qu'il y a des efforts à faire, mais c'est sur des moments un peu comme ça. Il y a eu l'Opéra urbain à Toulouse qui a permis aussi que ce soit ouvert à tout le monde et que ce soit un événement. Mais là, pour le coup, en termes de foule, on était en plein mais pour le coup, il déconseillait les poussettes. Oui, donc pour les enfants de 2-3 ans, c'était pas simple parce que ou bien fallait les porter, ou bien ils se retrouvaient vraiment très en bas. Mais effectivement, il était déconseillé de venir avec une poussette. C'était dangereux. Pendant l'opéra urbain. On va y revenir d'ailleurs parce qu'ils avaient mis en place des petites choses pour les enfants. On va y revenir. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent nous inspirer sur la place qu'ils laissent aux enfants dans l'espace public? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on pourrait peut-être essayer de mettre en place en France? Alors, moi, c'est un témoignage personnel, parce que mon mari est vénézuélien, et au Venezuela, on est très tolérant.
Et qu'un enfant crie, qu'un enfant s'agite, ça ne dérange absolument personne. Donc pour revenir à ce mouvement No Kids, je ne suis pas sûre que le mouvement No Kids pourrait se développer dans un pays comme le Venezuela. Maintenant, aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup plus avancé aussi, sur comment est-ce qu'on adapte les espaces publics à l'enfant. Il y a aussi des recherches sur comment ces adaptations peuvent se mettre en place. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sont des recherches qui ne sont pas juste là pour adapter ces espaces à l'enfant, mais c'est aussi pour adapter ces espaces à l'interaction entre l'enfant et le parent ou son entourage. Et ça peut être... Alors, il y a des adaptations qui se font dans des musées, il y en a des adaptations qui se font dans les hôpitaux, qui se font aussi dans les arrêts de bus. Donc, il y a toute une recherche sur ça. Comment est-ce qu'on aménage les espaces publics pour améliorer la qualité des interactions entre l'enfant et son entourage. Et ça aussi, c'est un objet de recherche. Encore. Je voudrais qu'on aborde un sujet qui potentiellement peut glacer le sang à tous les parents qui l'ont imaginé, mais quand on perd un enfant dans la foule, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les réactions que peuvent avoir les enfants? J'imagine que ce ne sont pas les mêmes selon l'âge. Et puis, en tant qu'adulte, quels conseils on peut donner? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a perdu son enfant dans la foule? Alors, moi j'ai des statistiques au Japon, parce que j'ai une collègue, Hiroko, qui est dans la salle et qui étudie justement ces phénomènes-là. Donc on sait qu'au Japon, le pic de ce phénomène, c'est entre 2 et 5 ans. Et ça touche à peu près 10% des enfants, Hiroko. Et ensuite, ça décline beaucoup jusqu'à l'âge de 6 ans, où ça apparaît à peu près pour 2% des enfants. Ce qui change aussi, c'est le temps pendant lequel les enfants sont perdus. Donc entre 2 et 5 ans, c'est un temps qui est estimé à peu près 10 minutes. Et puis pour les enfants de 6 ans, c'est plutôt 30 minutes. Alors, il y a des recommandations qui ont été données. C'est vrai qu'on peut paniquer pendant 10 minutes ou encore plus pendant 30 minutes. Mais justement, l'idée, c'est d'éviter de paniquer, d'essayer de chercher son enfant, mais dans un périmètre pas très grand, parce qu'en fait, l'enfant ne bouge pas tant que ça. C'est aussi de prévenir l'enfant. Si à un moment donné, tu te perds, tu restes là où tu es, ou tu vas chercher un adulte. Donc voilà, il y a des conseils assez simples à mettre en place. Donc l'idée, c'est pas de commencer à aller chercher partout. Non, c'est plus de rester vers la zone où on l'a perdu. Vers la zone où on l'a perdu, et puis de l'appeler par son prénom, d'aller voir des adultes, d'autres personnes en décrivant l'enfant, voilà, et se faire aider par les autres. Mais pas de courir à droite à gauche et de dire à l'enfant de ne pas non plus lui courir à droite à gauche, mais de rester là où il est, parce qu'on a plus de chances de le récupérer. Et je me permets, parce que en fait, c'est plus compliqué de prévenir un enfant. J'en reviens aux enfants de la crèche, de prévenir si jamais tu vois plus d'adultes que tu connais, de rester où tu es. C'est un peu plus complexe, mais c'est surtout de prévenir l'organisme là où on est, en fait, de prévenir les intervenants pour que ce soit vite déployé, la recherche. C'est ce que je me dis, parce que ça nous est... Enfin, je touche du bois, jamais arrivé. Mais après, il y a des marqueurs forts. On leur met des gilets fluo pour qu'ils soient reconnaissables. On part donc dans cette liste de protocoles sortis. On a la liste des enfants avec leur nom de famille. Si par exemple on sort en bus, il y a une double liste. Le chauffeur de bus garde la liste. On a les numéros de téléphone. Enfin, on a vraiment tout est balisé pour justement pallier à ce manque de communication qu'on peut avoir avec un tout petit. Et moi, ce que je fais avec mes enfants quand je vais dans une grande foule, c'est que je leur écris mon numéro de téléphone sur le bras. Et ce que j'ai vu dans quelques foules depuis peu de temps, c'est de donner un sifflet aux enfants. Alors, en effet, à 2 ans, ça va être un peu compliqué, mais à 3-4 ans, c'est de dire, si tu es perdu, tu peux siffler. Je l'ai vu. Et pendant des vacances, je suis partie à la Semaine Sainte à Séville. Et on était dans la foule. Mes enfants, ils avaient écrit le numéro et je leur avais pris un petit sifflet. Ils s'en sont pas servis, heureusement. Mais justement, il y a quand même des différences de foule finalement, puisque tu nous disais qu'à Séville, pendant la Semaine Sainte, il y avait une foule très dense et très impressionnante, mais très calme. Oui, donc, silencieuse. Il n'y avait pas un bruit, un silence, et même les gens se disaient chut quand quelqu'un chuchotait. Et du coup, c'était extrêmement silencieux. Et très organisé. Très organisé,
avec des sens de circulation. Et donc, au final, tout se passait très bien. Ça demandait des fois de faire des grands détours pour traverser la foule, mais il y avait une ambiance très sereine avec beaucoup d'enfants. C'est l'Espagne. Donc, l'Espagne, je pense que vraiment, toutes les générations sont dans la rue en même temps, ensemble. Et donc là, il y avait vraiment... tout le monde dans la rue ensemble et c'était très calme. Est-ce que quand on a un enfant un peu plus grand, on peut lui dire au supermarché tu m'attends au rayon des BD, je reviens et qu'est-ce qui se passe si quand on revient il n'est plus là? Est-ce que l'enfant culpabilise en fait? Est-ce qu'on sait ce que ressentent les enfants aussi dans ces moments-là où eux ils n'étaient pas au rendez-vous qu'on leur a donné? Alors moi je crois qu'il y a des... Oui, le sentiment de culpabilité c'est quelque chose qui émerge un peu plus tard, hein, je n'ai pas l'âge exact. Donc si un enfant ne respecte pas une règle qui avait été clairement donnée et qu'il y a un problème qui arrive, oui, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, mais chez l'enfant plus grand. À partir de 8-10 ans. Aussi. L'inquiétude d'être perdu et de ce que va penser le parent et d'où la culpabilité. Ouais. Ouais. On va en venir peut-être aux stratégies, aux bonnes pratiques, aux conseils vraiment que peut-être tout le monde pourrait appliquer. Je reviens à l'Opéra urbain de Toulouse où il y avait, vous l'avez peut-être vu, des personnes qui avaient des t-shirts identifiés, floqués, membres de l'Opéra urbain, avec des drapeaux enfants perdus. Bonne ou mauvaise idée? Sur le principe, bonne idée. Après, les panneaux, ils étaient... C'était des, comment on appelle ça, des bannières qui étaient assez hautes où c'était écrit enfants perdus. Donc nous, on les voyait. Après, les enfants en bas, je ne sais pas s'ils pouvaient les voir. Après, ils avaient une vigilance pour ça. Donc, en fait, on sent qu'il y a des choses qui commencent à être en place parce que je pense qu'il y a 8 ans, enfin, au dernier Opéra urbain, je ne pense pas avoir vu ça. Donc, c'est qu'il y a quand même une réflexion qui se fait sur ça. Quand on est parent et que son enfant fait une crise dans une foule, quels conseils on peut donner? Comment on gère cette situation concrètement? En fait, je trouve que ce qui est intéressant là, c'est vraiment de se dire cette crise, elle vient nous dire quelque chose. L'enfant, il sait pas comment communiquer, c'est un trop plein, et donc la réaction un peu j'ai peur au milieu de tout le monde, mon enfant fait une crise, quel regard on va porter sur moi? Donc on crie, on dit t'arrêtes ce caprice. En fait, c'est ce qu'il faut éviter si on se met à la place de l'enfant. Après, le parent, il est gêné. Et c'est là que du coup, tout le monde doit soutenir pour montrer aux parents que c'est pas grave, qu'on comprend. Et donc, c'est plutôt se dire, est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce que je ne sors pas un petit peu de cet endroit-là pour venir décompresser? Ou c'est cette phrase qu'on peut entendre dans un parc d'attractions, une fête foraine, ah mais je suis là parce qu'on est là pour te faire plaisir et toi tu fais que crier. Mais en fait, on est vraiment sur là l'enfant qui ne peut pas gérer toutes ces stimulations-là. Et donc là, si on doit donner un conseil à des parents, c'est d'essayer de garder son calme et plutôt de sortir de la situation. Mais si on est spectateur d'une scène comme ça, c'est aussi de soutenir le parent qui vit ça. Et quels conseils on pourrait donner, par exemple, aux restaurateurs qui, alors parfois, sont très ennuyés d'avoir des enfants aux grandes tables parce que voilà, ça peut gêner les autres clients. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est toi, Cynthia, qui avait évoqué dans les pays nordiques. Il y a des mallettes sensorielles. Alors du coup, c'est vraiment à la base, ça a été mis en place pour les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement avec des particularités sensorielles. Et donc, tous les restaurateurs, ils ont des petites mallettes avec ce qu'on appelle des fidgets, des casques anti-bruit, des choses à manipuler pour aider la personne à se recentrer et à s'apaiser. Mais en effet, il y a le fameux coloriage là sur le set de table. Voilà. Bon, le coloriage, ça va 2 minutes, mais des objets à manipuler, des espaces de manipulation. En tout cas, quelque chose qui est pensé pour et qui soit accessible. Parce que nous, en effet, quand on est professionnel de crèche, on prépare une sortie. Dans le sac à dos, l'autre jour, on avait même pris un parachute, vous voyez ces grands objets, parce qu'on se disait là, s'il y a un couac, qu'il y a la queue, on ne va pas tenir un groupe de 10 enfants avec un coloriage. Donc, on va bouger, parce que c'est ça. Donc, c'est
que dans tous ces espaces publics, il y ait des choses pour. Et en effet, ça se fait et c'est commun là-bas, mais il y a plein de choses qui arrivent sur un peu... c'est rendre la société plus inclusive aussi, d'accueillir tout le monde. De ce que tu dis ressort encore cette notion de préparation de la sortie par l'adulte. Et finalement, préparer la sortie pour l'adulte, ça permet de tranquilliser l'enfant, mais ça permet de le tranquilliser lui-même, ce qui fait qu'il sera sans doute aussi plus disponible s'il sait que dans son sac, il a à boire, à manger, de quoi le changer, de quoi le distraire. Donc c'est peut-être du temps, c'est un investissement peut-être avant la sortie, mais qui potentiellement, au moment de la sortie, peut sauver des situations d'avoir pensé à tout, en fait. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, ce qui vient sécuriser l'enfant, l'adulte, c'est d'avoir anticipé, prévu, de savoir un peu ce qui va se passer. Et c'est ça qui va permettre à l'adulte derrière d'être vraiment disponible pour l'enfant et de pas un peu paniquer au moment où l'enfant il dit « je veux boire tout de suite » et qu'on n'a pas d'eau. Bon, si on l'a anticipé et qu'on a de l'eau, tant mieux. Si on arrive à être suffisamment disponible et que accessible, ce sera bien. Donc, moi, je pense que oui, il faut que tout le monde soit sécurisé. On voit parfois dans le métro, ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde, des enfants dans des poussettes avec les yeux rivés sur un téléphone portable. Est-ce que c'est le seul moyen d'avoir la paix, parfois, de se sentir tranquillisé, d'en recourir aux écrans? Alors, je pense que c'est une question difficile parce que beaucoup de parents, quand ils mettent l'enfant devant le téléphone portable dans le métro ou tout ça, c'est eux le moyen qu'ils ont trouvé pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils ne peuvent pas être en interaction avec l'enfant, qu'ils ont peur que l'enfant fasse du bruit, parce que dans notre société, on ne veut pas qu'il fasse du bruit, on ne veut pas qu'il crie. Et donc, en fait, c'est un peu une protection qu'ils ont mis en place. Et tu peux crier et faire du bruit, ça ne me dérangera pas. Et donc, en fait, là, c'est vraiment ce qu'on a dit plusieurs fois. Plutôt que de regarder un peu de façon jugeante, ah bah oui, il y a encore un enfant derrière son téléphone, le parent là, il est là en train de se rouler les pouces, c'est peut-être entrer en interaction avec l'enfant, détourner un peu, comprendre que oui, là c'est un peu compliqué et qu'il y a le téléphone. Je crois qu'un jour, je me suis retrouvée dans une queue comme ça et ça faisait très longtemps qu'on attendait. J'ai donné le téléphone à mes enfants parce qu'ils commençaient à se taper dessus et que ça devenait compliqué. Et je revois le regard d'une femme comme ça, l'air de dire « Ah ben voilà ». Alors que, et je me suis dit, mais c'est fou ce regard, alors que moi je suis assez tranquille avec ça, je sais. Et alors je me dis, ces personnes dans la rue qui subissent ce regard, au final ça vient encore plus culpabiliser, encore plus empêcher la relation avec son enfant. Donc c'est plutôt venir soutenir et c'est quelque part apporter de l'aide. Et nous, en tant que professionnels dans la petite enfance, c'est notre rôle aussi de trouver des moyens d'aider ces parents-là. Et de pas... parce que c'est ce que dit Cynthia, les injonctions au nos téléphones. Alors évidemment, maintenant, il y a des... les médecins disent que de 0 à 3 ans, c'est interdit. Donc ça commence à venir là. Mais il y a toute une génération où ce n'était pas encore bien clair, tout ça. Et puis, c'est tout de suite jugeant. Donc en fait, c'est avant de juger, de se dire ok, qu'est-ce que je peux proposer à cette famille-là? Et je me souviens comment dire, il y a eu un atelier enfants-parents justement vers le quartier de Soupetard, dans une bibliothèque où la bibliothécaire, elle avait mis plein de tips, plein de choses en place pour les parents qui venaient juste à la bibliothèque pour se dire tiens, des activités, des ateliers gratuits pour pallier au fait que voilà, je suis démunie avec mon enfant, je dois préparer le repas, je suis seule, qu'est-ce que je fais? Ou alors je suis dans le métro, l'enfant hurle, c'est le seul moyen que l'enfant, en fait, il est tellement happé par l'image qu'effectivement, il s'éteint. Donc comment on fait dans ces moments-là? C'est donner des tips aux parents, de donner des infos, des conseils. Adeline, tu avais évoqué 7 points clés des sorties en crèche. Est-ce que tu peux nous les dire? Et puis,
Est-ce qu'on peut s'en inspirer aussi voilà, au sein d'une famille? Alors, on n'a pas forcément le même protocole, mais quelles sont les règles essentielles à respecter quand on sort en ville, par exemple, avec des enfants en bas âge? Alors, j'avais sorti justement cet article-là parce que c'est un site internet qui nous sert beaucoup dans la petite enfance. Ça s'appelle les pros de la petite enfance. Et j'en ai parlé aussi, parce que moi je travaille en crèche, dans une crèche de la mairie de Toulouse. Et du coup, j'en ai parlé en équipe, parce qu'on travaille toujours en équipe. Donc, on dit, déjà, la sortie, elle doit être au projet de la structure. C'est-à-dire que c'est une sortie qui doit avoir un lien direct avec le projet qu'on a sur la structure. Ça, c'est un premier point. Il y a le travail d'équipe. Les sorties, comme on disait, ça se fait en équipe. On ne décide pas tout seul de prendre des enfants et de sortir. Il faut que tout le monde comprenne les enjeux de cette sortie-là. De bien informer les parents. On travaille en binôme avec les parents. En crèche, les parents sont vraiment invités à faire partie de l'univers des enfants à la crèche. On les laisse rentrer. Ce n'est pas l'école encore, c'est un autre débat. Mais à la crèche, voilà, on essaye de les inclure dans les sorties, de faire en sorte qu'il y ait toujours un parent. Nous, on essaye ça, qu'il y ait au moins une famille qui se rende disponible pour la sortie, si elle peut. Spécifier la place de chacun pour que justement là, on est vraiment sur la préparation de la sortie, qui va faire quoi, qui va porter le sac. Il y a des enfants qui ont des protocoles médicaux. On doit avoir les traitements sur nous, on doit avoir, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Et du coup, voilà, se dire, et quand je dis spécifier la place de chacun, c'est aussi la place du parent. Le parent, il faut le voir comme un bénévole, voyez. C'est vraiment, il vient, il accompagne son enfant, mais on ne va pas lui donner de responsabilité particulière. Après, c'est des protocoles un peu plus... on dit qu'il faut prévoir au moins 2 professionnels, dont une diplômée. Les diplômes, c'est important, mais ça, c'est la responsabilité. Il faut aussi baliser la sortie. C'est-à-dire qu'avant, il faut savoir comment on sort. Est-ce qu'on a un bus? Est-ce qu'on peut avoir un bus? Si on n'a pas de bus, est-ce que ça peut se faire à pied? Combien de temps ça prend? Parce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, il ne marche pas comme un adulte. Donc ça, on va faire gaffe à ça. On va regarder voilà, les moyens de sortie. Et ensuite, je crois que j'ai tout dit, ouais, l'après. On réévalue la sortie. Donc souvent en équipe, comme ça, tout le monde parle. Pour les collègues qui avaient des difficultés pour sortir justement, alors c'était quoi qu'est-ce qui t'a freiné, qu'est-ce qui t'a inquiété, etc. Et puis le ressenti des enfants aussi. Oui. Voilà. Un mot pour finir sur un outil qui peut véritablement sauver des situations pour les enfants jusqu'à 2 ans à peu près. J'ai nommé le porte-bébé. Cynthia, je sais que tu as un avis très clair sur la question. Comment on utilise le porte-bébé dans une foule ? Alors le porte-bébé, déjà, on peut l'utiliser même beaucoup plus tard que pour les 2 ans. Hein. Je crois que les porte-bébés, ils peuvent porter jusqu'à 4 ans. Après, c'est le dos du parent et c'est à petite dose. Mais en tout cas, en effet, je trouve que d'avoir un porte-bébé, surtout quand on est dans une grosse foule, c'est quand même pratique. L'enfant, il est à notre hauteur. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'aspect très stimulant de la foule, très stimulant de l'environnement extérieur, du bruit. Et malheureusement, dans le commerce, on vend les porte-bébés et on met, je le sais là parce qu'on a étudié des notices, l'enfant face au monde. On voit beaucoup de bébés dans la rue face au monde. Déjà, la posture est rarement physiologique, enfin jamais physiologique, même s'ils tendent à dire ça devient physiologique. Non, mais en plus de ça, l'enfant qui est face au monde, on l'imagine un samedi après-midi rue Alsace-Lorraine, en fait, il prend un afflux sensoriel tel qu'il n'a aucun moyen de se protéger. Un enfant dans une poussette, à un moment donné, il va pouvoir se tourner, fermer les yeux, se reposer. Un enfant qui est dans un porte-bébé face au monde, en fait, il prend tout ça et il n'a aucun moyen de se protéger. Donc souvent, on les voit, en fait, ils sont un petit peu tout passifs et ils subissent un peu ça. Donc un conseil, ce serait déjà au niveau des industriels d'arrêter de faire croire que c'est intéressant de porter son bébé en face au monde et dans la mesure du possible, porter face à soi. Ou alors, si on veut qu'il ait une vision un peu comme nous, dans le dos. Est-ce que vous avez un avis, les unes les autres, sur les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai envie de dire laisse, mais je pense que ce n'est pas le bon terme, qu'utilisent souvent les assistantes maternelles qui marchent dans la rue avec plusieurs enfants.
qui les relient, en fait, qui se mettent un peu comme un petit sac à dos avec une ficelle qui les relie à la nounou ou à la poussette. Ça fait bizarre de le dire comme ça. En même temps, on peut comprendre que les assistantes maternelles préfèrent miser tout sur la sécurité plutôt que sur le qu'en dira-t-on. Est-ce que vous avez un avis sur cet outil? Alors, j'ai pas trop d'avis. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que si une famille s'autorise à sortir, à passer un bon moment et que ça la rassure d'avoir ça, quelque part, pourquoi pas? Après, c'est sûr que c'est un objet... Alors, moi, j'y mets une mesure. Oui, je suis d'accord avec Cynthia, c'est qu'une famille... Après, bon, voilà, on ne va pas rentrer dans la famille et donner son point de vue à la famille, mais une assistante maternelle, c'est une professionnelle. Et du coup, c'est comment trouver une autre... Donc, elle a une peur. Si elle lui met un sac à dos tenu sur la poussette ou quoi, j'ai déjà vu ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'éducatrice, je vais essayer de l'aider à... se défaire de cet objet d'entrave un peu. Parce que là, on entrave le mouvement de l'enfant. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas en lien avec la confiance. On ne met pas tout sur la confiance d'un enfant, mais les assistantes maternelles, en plus, c'est un public qui sont capables de sortir avec 3 enfants, dont un qui tient la poussette. Ils sont capables d'aller... elles n'ont pas tout à fait les mêmes protocoles qu'en structure. Donc, du coup, c'est hyper intéressant pour les sorties et tout. Donc, je trouve ça dommage, du coup. Et je me dis, faudrait peut-être l'aider à se défaire de cet objet. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la question de l'entrave. On l'a dit au départ, l'enfant, il a besoin de toucher, de bouger, de courir. Donc, c'est là, à partir du moment où il a ça, mais en même temps, c'est un peu comme il est dans le porte-bébé. Combien d'enfants on voit pousser la poussette parce qu'en fait, ils veulent surtout pas aller dedans, mais pousser la poussette. Donc, c'est toujours l'utilisation de l'outil qu'il faut prendre. Est-ce que à quel besoin ça répond? Merci à toutes les 3. Merci pour ces conseils, merci pour ces questions sans réponse encore aussi. Merci pour ces idées de sujets de recherche, Chloé, dont j'espère certains se saisiront. Je vous propose de poser vos questions. Merci à vous. On a 20 minutes pour... alors, vous pouvez avoir des questions ou même des réflexions ou des contradictions. Ou voilà, la parole est à vous et nos invités vont essayer de vous répondre. Un micro qui circule. Oui, bonjour. Je m'appelle Mercésiane, j'ai 23 ans. Du coup, la question de l'enfant, je l'ai eue par rapport à moi, la suite, mon avenir. Et depuis tout à l'heure, sur le sujet, on parle beaucoup d'aspects, de choses qui peuvent, aider les parents à prendre en charge l'enfant. Et on parle jamais de enfin, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, je sentais énormément les personnes qui avaient confiance en elles et celles qui n'avaient pas confiance en elles. Donc, c'est parler du fait comment renforcer en fait le parent, le faire en sorte que ce soit plus un pilier pour l'enfant. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? La question de la confiance des enfants envers leurs parents ou la confiance des enfants en eux-mêmes ? La confiance du parent en lui-même, en fait. Et le fait justement de trouver des exercices comme par exemple j'ai peur dans la rue, je vais aller faire un sport physique, je vais aller faire de la boxe pour essayer de comprendre l'aspect combat et avoir moins peur de l'inconnu finalement. Oui, il faudrait que les enfants, que les parents aient plus confiance en eux-mêmes déjà afin de pouvoir emmener leurs enfants dans la foule ou dans la rue en se sentant plus safe eux-mêmes. C'est ça? Comment et après, pour conforter les parents? C'est directement transmis à l'enfant parce que l'enfant, de toute façon, touche à tout, comprend tout en termes de sensations. Et à ce moment-là, en fait, il va se sentir à l'aise. En tout cas, je l'ai vu pour des amis à moi et des collègues. On voit rapidement la différence sur 15 années entre l'enfant qui avait un parent qui avait peur et un enfant qui avait un parent qui était fort. L'enfant qui était fort, souvent, on va le voir, il va faire des conférences, il va parler en public, alors que l'autre, il va être plutôt renfermé chez lui ou pas faire grand-chose. Oui, c'est une question qui rejoint aussi le sentiment de sécurité dans l'espace public des adultes et donc notamment des femmes. Alors là, on aborde aussi, un tout autre sujet, mais ce sont souvent les femmes qui se sentent en insécurité dans la rue. Donc effectivement, j'imagine que pour y emmener leur petit bout, c'est pas si simple quand on se sent soi-même en insécurité dans la rue. Je ne sais pas si une de vous peut réagir sur cette question. Juste peut-être rebondir. Ce sentiment d'insécurité ou ce manque de confiance que peuvent avoir certains parents, je pense qu'il était aussi très lié parfois à l'incompréhension
vis-à-vis de l'enfant, un manque de connaissances sur l'enfant, sur son développement, et davantage informer justement sur l'enfant, sur son développement, sur ses besoins. Ça peut déjà rassurer pas mal de parents parce qu'ils seraient peut-être prêts à comprendre davantage certaines situations et à y répondre de façon peut-être plus adaptée pour l'enfant. Donc ça passe par un volet d'informer les parents sur le développement de l'enfant. Ça répond partiellement, je sais, mais... Je pense qu'il y a la question de la valorisation des compétences parentales. Le parent, il va se sentir en confiance lui-même s'il se sent valorisé. Et donc, quand on parlait des regards jugeants dans la rue, ça en fait partie. Si on se sent jugé, on se dit « Oh là là, j'ai pas bien fait, j'ai pas d'informations, mon enfant il fait une crise là, je sais pas pourquoi. » Du coup, je perds confiance petit à petit et voilà. Et en effet, un parent qui, lui, a plus confiance, il va plus assumer ce qui est en train de se passer. C'est même ce que je ressens, c'est que la société veut énormément nous prendre en place, nous prendre en charge, je veux dire. Et c'est vrai que ça nous enlève du pouvoir à nous, citoyens, de toujours avoir une solution qui vient de l'extérieur, en fait. Plutôt que traiter nous-mêmes nos peurs, avoir foi en nous-mêmes, déjà. Et ça se construit dans la petite enfance. Donc, oui, non, la personne, en fait, le parent, en fait, au lieu de prendre quelque chose pour s'occuper de l'enfant, en fait, c'est savoir quelles sont mes peurs, quels sont mes besoins, et directement aller demander de l'aide à mon niveau, en fait. En fait, je me permets de vous répondre aussi, c'est tout un travail immense à faire, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez à chaque étape, il y a encore beaucoup à faire en termes de ressources pour justement aider les familles à comprendre ce qu'elles vivent sans être dans le jugement, etc. C'est pas toujours évident d'aller chercher aussi au niveau citoyen, de se dire tiens, où est-ce que je peux aller trouver de l'aide? C'est pas forcément si simple, mais il y a tout à faire. Et effectivement, là, on parle à notre niveau à nous, mais c'est pas. Je suis assez d'accord pour dire que c'est pas forcément évident, mais il faut continuer tous ensemble, en fait, parce qu'il y a du boulot. Et puis dans la question de la confiance et dans la question de trouver ses propres solutions, quand je disais ça se construit dans la petite enfance, c'est plus on va venir sécuriser les familles qui vont pouvoir avoir des interactions positives, que les lieux soient adaptés pour qu'il y ait ces interactions entre les parents et les enfants. L'enfant, il va construire ses bases de sa confiance, de ses capacités à résoudre des problèmes, tout ça dans la toute petite enfance. Et donc, en fait, en s'occupant aujourd'hui d'essayer de créer des environnements qui répondent aux besoins de tout le monde, peut-être qu'on va favoriser si sur les panneaux de bus, il y a des choses qui invitent à avoir des temps précieux entre parents et enfants. L'enfant qui est là, lui, il va se construire en se disant « je suis important, je peux me faire confiance, je vais trouver une solution à mon problème ». Et donc, on imagine qu'adulte, ce sera... Enfin, c'est pas on imagine, c'est qu'adulte, il aura plus confiance aussi. Et donc, il faut se dire que c'est un investissement sur l'avenir aussi. On construit les futurs adultes. Il y a d'autres questions? Oui. Merci. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à ce dont vous avez abordé à un moment au niveau de la responsabilité collective vis-à-vis des parents et blabla, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à prendre la parole en public. Donc, vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enfants dans l'espace public, du fait qu'en tant que spectateur, si on peut, on est là pour soutenir, enfin, devenir aidant. Mais on n'est quand même pas dans une société, on n'est pas dans la vie des bisounours. Et le discours qui est plutôt tenu, c'est justement de faire attention, de ne pas parler aux inconnus, etc. Et moi, en tant que parent et même en tant que professionnel, c'est un discours c'est sous une forme différente, mais que je peux tenir. À quel moment on peut être soutenant sans forcément être perçu comme... intrusif Ouais. Sans être intrusif ou parasiter encore plus la situation auprès de l'enfant ou auprès du parent. Je crois que là, c'est souvent des histoires d'ajustement, c'est complexe, mais un enfant qui crie dans une poussette, un parent qui est un peu désespéré derrière, qui a essayé plein de choses qui n'arrivent plus,
en fait, l'extérieur avec quelque chose de la bienveillance, hein, évidemment, de venir essayer de détourner un peu l'attention. Et en fait, je crois qu'on ne se le permet pas, parce qu'on se dit, en même temps, c'est pas ce parent, comment il va se sentir si j'interviens et tout ça. Mais moi, je crois qu'en fait, il faut oser. Et c'est à force de voir qu'on va oser. Je me souviens, j'avais assisté à une conférence avec un Québécois je ne me souviens plus de son nom. Bon, bref, il avait expliqué ça, que en fait, on a tendance, par peur de mal faire, de pas faire. Alors que je pense, enfin, moi maintenant, je fais très attention à ça. Et si je vois un parent qui est un peu en détresse avec son enfant qui crie, bon, bah, je m'approche de l'enfant, je dis, ah, mais t'as un canard dans la poussette? Bah, et du coup, l'enfant, là, il se dit, ok. Ouais, et du coup, là, le parent, il souffle un peu. Alors, ça détourne pas la crise forcément pendant très longtemps, mais en fait, ça vient soulager et quelque part, on vient dire, bah, je sais que c'est difficile pour vous. Moi, si je peux vous aider, je veux bien vous aider. Ou c'est pas forcément aller voir l'enfant, parce qu'en effet, on n'a pas envie non plus qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire un guili-guili à notre enfant dans la poussette. Mais c'est, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous dans une queue ou quelque chose comme ça? Si vous voulez, je me mets dans la queue pour vous. Mais en fait, je crois qu'on n'ose pas et qu'à force de voir des petits gestes comme ça, ça peut se répandre dans la société. Un peu bisounours peut-être, mais... Merci. Bonjour. Du coup, moi, c'était juste pour rebondir sur la question de l'écran, parce que du coup, je suis doctorante en psychologie du développement. Donc, je travaille sur la petite enfance. Et en fait, sur l'écran, c'est pas vraiment l'écran qui est nocif en lui-même, c'est plutôt le contenu qu'il va y avoir dessus. Dans le sens où, par exemple, c'est peut-être un peu pour déculpabiliser les parents qui éventuellement sont dans la salle. Par exemple, faire un appel en visio avec les grands-parents, ça ne sera pas nocif pour le développement de l'enfant. Il y a aussi la question de la fréquence à laquelle l'enfant est exposé à l'écran. Et en fait, j'apporte cette précision-là parce que nous, dans la recherche avec les enfants, on utilise souvent des vidéos qu'on montre aux enfants, des vidéos de 1 minute, en fait, qui nous servent à étudier leurs réactions, leur comportement de regard, etc. Donc, juste pour rassurer aussi sur ce point-là que l'écran... il n'est pas recommandé forcément tous les jours, tout le temps, mais ponctuellement, et suivant le contenu qu'il y a dessus, c'est pas très grave. Oui, voilà. merci de le préciser. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire une autre table ronde sur le sujet des écrans, on aurait eu largement de quoi dire aussi, mais oui, merci. Bonjour, je travaille pour le festival Rio Loco, notamment sur le volet jeune public, et du coup, c'était très intéressant d'avoir vos retours et votre expérience. Mais du coup, moi, j'avais une question justement par rapport à l'accueil des enfants, justement, dans des gros événements comme ça. Du coup, vous parliez d'avoir des espaces sensoriels, notamment sur l'espace où se passe l'événement. Nous, on essaye en tout cas on a un espace famille où on essaie justement de mettre en place ces espaces sensoriels. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On aimerait bien pouvoir en mettre plus sur le site du festival, mais malheureusement, on est un peu contraint aussi par l'espace. Et j'avais surtout une question, parce qu'on fait aussi beaucoup de projets avec beaucoup d'enfants des scolaires, qui sont quand même plutôt au niveau élémentaire. Et donc on les accueille sur le site du festival pendant une longue période pour qu'ils fassent une restitution de projet. Et moi j'avais plutôt une question par rapport à la gestion justement dans ce cadre-là, parce qu'effectivement on n'est pas entouré de parents, on n'est que des professionnels scolaires ou jeunes publics. Et c'est des enfants qui viennent sur des longues durées. En fait, généralement ils restent 3-4 heures sur la prairie. Et comment en fait justement on peut... en tout cas, imaginer une bonne gestion en tout cas de ces enfants-là pour ces temps forts-là, puisque c'est vrai que nous, on essaye de bien baliser justement aussi leur venue, etc. Mais parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Une fois sur le site du festival, on s'est un petit peu dépassé parce que forcément, ils ont envie de voir. C'est un énorme site, il y a plein de choses à voir. Et on a du mal, en tout cas, aussi à essayer en fait, de mener à bien en tout cas, notre activité, parce qu'il y a trop grosse gestion, ils sont beaucoup et c'est pas toujours évident. Moi, je me dirais, ça dépend si c'est des classes entières ou souvent c'est le groupe à gérer, parce que nous, dans la petite enfance, mais je pense que c'est valable pour tout atelier, c'est le nombre d'enfants. S'il y a 30 enfants, effectivement, si vous êtes seul, ça reste compliqué.
Et sur 4 heures, je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces de tout. Il y ait des espaces où ils vont apprendre, ils vont avoir une concentration, même en primaire en vérité, hein, et des espaces où ça relâche, où on les laisse aller un peu courir, ou aller boire un verre d'eau, ou avoir des temps comme des récréations en fait. Parce que ils ne peuvent pas avoir 4 heures, pendant 4 heures être complètement attentifs, et que ça va forcément à un moment donné déborder. Mais c'est le nombre de personnes qui gèrent le groupe aussi, pour pouvoir justement arriver à faire des petits groupes dans ce grand groupe. Mais ça, c'est les moyens humains, ça, je ne sais pas. Ce que tu disais, il faut 2 adultes pour... Alors ça, c'est pour les tout petits, ouais. Et ça, c'est la réglementation. Mais même en crèche, pour ne pas citer certaines intervenantes qui interviennent sur notre crèche, on a une intervenante qui s'appelle Sophie Oleval qui fait des interventions sur la crèche. Elle prend 15 enfants en moyenne, okay, entre 12 et 16. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle en prenait 25, ça ne fonctionnerait pas. Enfin, je veux dire, même s'il y a assez de professionnels, le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas être trop nombreux. C'est comme nous, on en revient à la foule, en fait. Plus il y a de gens, quand vous allez au musée, si vous faites la queue à chaque fois vous allez voir un tableau et en fait, il y a 4-5 personnes devant vous qui vous empêchent de le voir, c'est pas agréable. Enfin, je ne sais pas si ça a un lien, mais en fait, l'important, c'est quand même que le groupe soit logique, que le nombre d'enfants, c'est étudié. C'est pas... moi, je fais du théâtre à côté. Quand j'interviens dans des écoles, je ne prends jamais plus de temps d'enfants parce que je sais que ce ne sera pas possible. Voilà. Après, il y a les capacités d'attention. On sait que, alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 40 minutes à l'âge élémentaire, c'est maximum 40 minutes et après, il faut pouvoir bouger. Après, pour captiver un groupe d'enfants, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est manipuler, trouver l'intérêt. Et à partir du moment où il y a un intérêt, une curiosité et de la manipulation possible du mouvement, en fait, c'est quand on demande trop dans notre société aux enfants de ne pas bouger. Ils ont besoin de bouger, mais même nous, on le voit, quand on passe une journée en réunion derrière notre ordinateur, c'est difficile. Mais eux, c'est ça tous les jours à l'école. Donc, et donc, il y a la question de bouger, manipuler et éveiller la curiosité, l'intérêt. Et à partir de là, ils peuvent se concentrer super longtemps. Est-ce qu'on a encore une question, réflexion ? Ouais. Ici. Bonjour, je suis Cécile Royer, responsable d'un relais petite enfance sur la ville de Toulouse. Mais là, je voulais parler d'une expérience que j'ai eue avec mes enfants sur Amsterdam. Donc, il y avait un événement très festif. Et en fait, il y avait une tente. Alors, je ne sais pas si c'est la ville d'Amsterdam qui mettait ça en place, mais où il y avait carrément des sortes de sacs à dos. L'enfant avait la tête plus haute que le parent, avec vraiment un dossier. Et alors, il y avait beaucoup de papas qui mettaient leur enfant. Alors nous, on en avait 2, donc moi j'en avais un, et puis le père en avait un aussi. Et ça permet quand même, il y a une bonne répartition du poids du corps pour l'adulte. Et l'enfant, vraiment, il peut... Alors bon, ce sont des enfants à partir de 2 ans. Hein, avant, c'est pas envisageable. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà. Une espèce de porte-bébé qu'on mettrait sur le dos, qui ressemble à un sac à dos et où l'enfant... Oui, j'ai même la marque, c'était Rossignol qui faisait ça. C'est comme s'il était sur les épaules, mais avec une bonne répartition. Tout à fait. Ouais. Merci. On peut prendre une dernière question si vous le souhaitez. C'est bon ? Oui, là devant. Oui, bonjour, je suis Laurence de la compagnie Rouge des Anges. Juste, j'avais envie de rebondir par rapport à l'exposition et aux recherches qui sont en train d'être faites aussi encore maintenant, et en l'occurrence par Mehdi Moussaïd de l'exposition, qui parle aussi beaucoup de l'aspect positif des foules. Et du fait que faire des choses ensemble, être nombreux, ça génère aussi des émotions très positives. Le faire ensemble est important, le collectif aussi, et que la foule, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'individualité,
mises ensemble, mais avec la richesse que ça peut procurer aussi, et toutes les recherches qui sont aussi actuelles sur l'intelligence collective. Comment on peut, dès la petite enfance, en fait, essayer de partager ça avec les enfants pour que ce soit, la foule soit aussi moins génératrice moins anxiogène, moins génératrice de peur, et aussi bien sûr avec les parents. Parce que là, on parle beaucoup des parents, de rassurer les parents, de trouver des solutions pour les parents. Moi, je trouve que c'est aussi très intéressant de chercher des solutions. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants? Comment on peut leur faire éprouver avant de les embarquer peut-être dans des grands espaces, des festivals, des endroits où ils vont être dans la foule? Comment pouvoir transmettre aussi cette chose positive et cette force que peut apporter le collectif et la foule? Bonne question. Je pense qu'en effet, il y a la question de se mettre à la hauteur d'enfant et d'essayer de regarder comme lui le monde, parce que lui, il vit le monde dans le moment présent, dans ce qui est en train de se passer et dans tout ça. Et ben, s'il est en train de s'extasier devant cette petite fleur qui pousse dans le trottoir, c'est y porter attention et lui montrer que c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est hyper intéressant et du coup, s'extasier de tout ça, ça fait qu'après, on va pouvoir partager ces émotions positives tous ensemble. Parce que oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de tout ça, mais quelque part, être dans une foule, c'est un moment de joie. Quand on pense au stade pour les événements sportifs, toutes les mouvements de foule qu'il y a eu au moment des JO, enfin, c'était quand même très joyeux et très positif. Et c'est de valoriser ça. Mais en fait, je crois qu'on a parlé beaucoup de comment préparer pour que justement, au moment où on y est, on puisse être entièrement là, dans le moment présent avec l'enfant et partager ce moment-là. Que si on est traversé par plein d'histoires, on n'arrive pas à se mettre à hauteur de ce que l'enfant y vit, de la beauté de ce qu'il voit. Et du coup, de le voir aussi, nous. Peut-être qu'aussi, il est possible d'y aller progressivement avec un enfant. On n'est pas obligé de l'emmener pour son premier concert au Zénith, quoi. J'imagine qu'il y a aussi tout un tas d'alternatives entre les petites guinguettes, les petits concerts, les petits, etc. Et puis, à 8-9 ans, on dit, bon, tu peux faire ton premier Zénith, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon âge, hein, j'en sais rien. Mais peut-être avant, ça me semble petit, mais il y a peut-être moyen de s'acclimater à la foule et à ce qu'elle apporte de bon petit à petit. Après, le jardin des plantes un samedi après-midi, c'est la foule. Hein. C'est bien, c'est une première approche. On peut prendre une dernière question. Il est 12:03. Bon. Bonjour. Bonjour Hiroko. Je suis collègue de Chloé et juste, oui, c'est pour juste rebondir la dernière question. En effet, il y a des bénéfices de collectivité et des groupes comme ça, festivités. Donc là, il y a pas mal d'événements. Je pense qu'on amène des enfants, des sorties justement. Ça se fait des crèches, maternelles et écoles. Et peut-être tenir en compte de la capacité des enfants en fonction de leur âge, combien de temps ils peuvent tenir dans le sens de bénéfice, et puis à partir d'un moment quand ils sont trop fatigués, donc là le temps de pause à prévoir et combien on peut faire durer une activité, etc. Et ça évolue avec l'âge. Et donc oui, en connaissant ça, on peut en effet bien organiser et bénéficier de points positifs de collectivité. Et la sortie, surtout l'enfant, il est très rassuré, quel que soit l'âge, avec un accompagnateur adulte, en tout cas, qui connaît bien ou qui connaissent bien. Et donc ça, c'est un rôle important, je pense, de la présence de quelqu'un à qui ils ont confiance. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis à la fin, je voulais dire, en faisant des recherches sur les accidents chez les enfants et les mesures de prévention, je trouve en fait des études très très peu présentes en psychologie du développement sur ce sujet. Des études qui ont été menées, c'est plutôt par des éthologues, donc sciences du comportement, y compris animales, qui ont mené cette étude et qui sont devenus développementalistes aujourd'hui. Et on voit avec toutes ces adaptations un peu des objets aussi vis-à-vis des jeunes enfants, c'est vraiment le sujet très interdisciplinaire. Et donc on a des travaux
ergonome physique des objets adaptés à un jeune enfant, au bébé, pour éviter des risques. Et ça aussi, ça dépend de pays plus ou moins développés, mais aussi d'études sociologiques comme Chloé a évoqué, mais vraiment question beaucoup plus sociologique aussi, et pas que développement de l'enfant. Donc c'est vraiment collaboration interdisciplinaire peut apporter beaucoup plus de points bénéfiques, je pense, dans le futur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cet échange que j'espère intéressant et fructueux. Je vous souhaite une très bonne journée.